Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et pour ce nouveau rendez-vous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Monsieur Paul Makela. Il est président d'Émergence. C'est un mouvement politique congolais actif en République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons aborder les grandes questions d'actualité avec lui. Et puis, vous connaissez le principe, nous allons à la rencontre de la personne qui se cache derrière la fonction. Paul Makela, bonjour. Bonjour Henri. Alors, je vous ai vu froncer les sourcils quand j'ai parlé de mouvement politique actif en RDC. Corrigez-moi si je me trompe. Non, vous avez parlé de regroupement politique et moi, j'ai juste réajusté que ce n'est pas un regroupement, c'est un mouvement. Parce que dans le concept du mouvement, c'est cela. Il n'y a pas d'immobilisme. Ce qui est un mouvement bouge, agit, évolue, progresse. Un parti, c'est figé. Un mouvement, il y a de la dynamique derrière. Merci pour les partis politiques qui existent. Ils apprécieront, je pense. Je crois que chacun le fait à sa sauce. Donc, ils sont partis politiques, c'est leur droit. Nous sommes mouvement politique, c'est notre droit également. Alors, ça fait de longues années que vous êtes actif en politique. On se souvient des images de vous arpentant les rues, notamment de Kisangani, dans la province orientale, à l'époque où vous faisiez, j'allais dire, presque des actions à caractère social. Et puis, on vous retrouve dans l'équipe des négociateurs du gouvernement, notamment lors de l'accord de Lusaka. Évoquons un peu ces souvenirs. Comment vous vous retrouvez dans l'environnement kabyliste? L'environnement kabyliste, non. De l'époque. Le camp de la patrie. Oui, si vous voulez. Le camp de la patrie. Parce qu'il faut très bien faire la différence. Les kabylistes pur sang, ils ont fait la guerre avec Mouzé, la guerre de la libération. Nous étions à Kinshasa, avec tant d'autres Congolais, et nous avons rejoint le camp de la patrie quand la patrie était agressée, en 1998, avec l'agression rwando-ougando-burundais. Vous savez que Mouzé Kabila a fait un travail formidable d'éveil de conscience qui a fait que le Congolais s'élève jusqu'à ce que le Congolais, la Tchangou, le Brave, ont empêché la progression de rebelles qui allaient prendre la ville de Kinshasa. C'est en ces moments-là que nous nous sommes rendus compte que ces problèmes-là ne concernaient pas que le gouvernement, mais ça concernait tous les citoyens. Deuxièmement, moi, en personne, ça me concernait au plus profond de moi-même parce que ma ville de Kisangani, la ville qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, pour laquelle j'ai mené beaucoup d'actions, eh bien, cette ville était sous occupation de deux forces rebelles, le MLC de Jean-Pierre Bemba et le RCD avec Azaria Surbewa, Kinké Moulumba et la plupart de ceux qui sont actuellement au pouvoir. Alors, ces deux forces ont pris en otage mon peuple et par l'entremise de ces deux forces, deux armées irrégulières, deux armées régulières plutôt, l'armée ougandaise qui soutenait le MLC, l'armée rwandaise se sont affrontées. C'est quelque chose qui passe sous silence. Je compatis avec d'autres compatriotes qui subissent les services de la guerre, mais je crois que ce choc-là, la guerre d'agression, m'a touché dans ma chair. Enfin, elle m'a touché dans mon sang. Vous dites guerre d'agression parce qu'ils ont quand même été emmenés par Laurent Désiré Kabila, les Rwandais et les Ougandais, quand on y réfléchit. Ils ont été amenés, le Rwandais et les Ougandais étaient en alliance avec l'AFDL, qui a mené la guerre de la libération. Les choses n'étaient pas bien négociées, ils ne se sont pas entendus entre alliés et ils ont retourné la veste, ils ont dit voilà, on te fera la guerre parce que nous t'y avons amené, nous connaissons le chemin, nous reprendrons le même chemin pour te faire partir. Et c'est ça le danger. Il y a un danger comme cela qui nous guette aujourd'hui parce que dans la bouche de ceux qui sont dans la diaspora, tout le monde parle de la guerre, on va faire la révolution, on va faire... Vous ne savez pas avec qui vous ferez alliance et c'est difficile de maintenir ces alliances-là. Je crois que la guerre, ces mots-là, doivent être bannis du vocabulaire de Congolais. Le désordre, le trouble, l'insécurité, c'est des mots qui doivent être bannis, même si c'est pour la conquête du pouvoir. Mais il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions d'une paix. Les conséquences de la guerre
des libérations qui a fini par faire partie de Mobutu en 1997 et de la guerre d'agression qui était venue pour chasser les libérateurs, les conséquences de cette guerre, le peuple congolais le paye encore jusqu'à aujourd'hui, 20 ans après. Mais qu'est-ce qui a été fait? Et je ne veux pas. Qu'est-ce qui a été fait? Je ne veux pas. Qu'est-ce qui a été fait pour enrayer cette spirale infernale? Je crois que ça dépasse les politiques congolais. Les hommes politiques congolais sont impuissants face à cela. Un féodé peut-être? Je peux traiter cela d'irresponsabilité. Parce que quand on a un mandat, on a le mandat pour défendre la population. On a un mandat pour garantir à la population sa sécurité et la sécurité de ses biens. On ne peut pas dire qu'on est mandaté par le peuple pour que demain, si ce peuple est en danger, qu'on ne soit pas en mesure de le défendre. C'est regrettable et ce qui est beaucoup plus choquant, c'est que ça passe comme un fait anodin. Mais précisément parce que le nom, le mot peuple est assez facile à prononcer dans la bouche de beaucoup d'opérateurs politiques, mais on se rend compte dans les faits que la plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de considération pour ce peuple. Qu'est-ce que vous en pensez? La plupart d'entre eux n'ont pas beaucoup de considération pour ceux qui habitent la République démocratique du Congo, qui, à mon sens, doivent franchir un cap. Le cap qu'ils doivent franchir, c'est redevenir un peuple comme le Zaïrois l'était. Le Zaïrois était un peuple, mais le Congolais, je crois qu'il a perdu le sens de l'existence, de la subsistance en tant que peuple. Et le travail des acteurs politiques, au-delà d'aller demander le mandat aux électeurs qu'ils ne considèrent pas comme peuple, les hommes politiques doivent travailler pour inculquer le sens du civisme, pour réveiller le patriotisme. Et c'est pour cela, Henri, que je me suis senti très à l'aise de rejoindre la campagne d'éveil patriotique avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, parce que je me dis, ça c'est quelque chose dont le peuple a besoin. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin des hommes et des femmes qui comprennent qu'ils n'ont que le Congo. Nous avons besoin des personnes qui se disent, si je n'ai pas le Congo, si je perds le Congo, je n'existe plus, je deviens apatride. Nous avons besoin que chaque personne, comme le dit la Constitution, tous ceux dont les ancêtres occupaient l'espace qui est devenu le Congo en 1885, ces personnes-là sont des fils et des filles de la RDC. Mais il faut que l'âme... On a eu le même texte en 1960 et en 1972. Oui, mais il faut que l'âme du Congolais renaisse. Et dans notre programme en tant qu'émergence, nous parlons de la refondation de la société. Parce que cette société qui a été détruite, cette société... Mais quelles sont les recettes? Quelles sont les recettes? Sortons un peu des slogans, sortons des intentions et des incantations. Quelles sont concrètement les recettes que vous pourriez éventuellement amener? La recette concrète, c'est de donner de l'assurance au peuple. Comment on fait? Comment on donne de l'assurance au peuple? On donne de l'assurance au peuple de se savoir protéger, de se savoir diriger. C'est quand on répond à ses besoins existentiels. Premièrement, les 3 droits fondamentaux. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation. Mais tous les 3 sont liés à un droit principal, le droit à la vie. Il faut resacraliser la vie, parce que la vie a été désacralisée au Congo. Il faut le rendre sacré. La Constitution de la RDC dit que la vie humaine est sacrée. Mais ceux qui sont censés veiller sur la Constitution, garantir le respect de la Constitution, ils ont désacralisé la vie. Il n'y a pas qu'au Kivu. À l'Est, il n'y a pas que l'Est. Même à Kinshasa, il y a les Kuluna qui sévissent. Dans plusieurs coins du pays, il y a du banditisme de grand chemin qui a repris. Et la réponse du gouvernement est timide. Et cette timidité de la réponse et de la réaction du gouvernement... C'est un euphémisme, hein. Timide. Oui, elle est timide. Cette timidité et cette réaction du gouvernement met le peuple en situation de désespoir. Déjà qu'il ne mange pas, il n'a pas droit aux soins de santé. Si vous étiez en situation... Il ne sait pas envoyer les enfants à l'école. Si vous étiez en situation, si vous étiez à la place du gouvernement aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, qu'est-ce que vous feriez très concrètement? Pour résoudre le problème sécuritaire à l'est de la RDC, par exemple,
sur le plan interne, il faut refonder l'armée. On le dit depuis de très longues années, mais Oui. ça n'avance toujours pas. Vous savez que l'armée, aujourd'hui, j'étais à Sun City, j'ai négocié les accords. Je sais que nous savons que l'armée aujourd'hui est le fruit du brassage. Le brassage sans identification des citoyens. Parce qu'on a pris tous ceux qui ont prétendu, tous ceux qui ont fait partie de la rébellion RCD, MLC, RCD KML, RCD-N, RCD, tout ce qu'il y a comme variante du RCD, et les Maïmaï, toutes ces personnes-là ont été réintégrées dans l'armée sans identifier qui sont de nôtres, qui sont congolais, qui ne le sont pas, qui sont mercenaires et qui ne le sont pas. On a pris tout le monde. Alors cet amalgame-là fait qu'il n'y a pas homogénéité d'esprit, il n'y a pas unicité dans la façon de voir, dans le sentiment que l'on peut avoir pour défendre sa patrie. Tout le monde n'est pas là pour le même but, tout le monde n'est pas là pour le même objectif. Il se retrouve de fait dans une armée à laquelle il ne croit pas appartenir. Alors, il faut repenser cette armée. Il faut également refaire la hiérarchie militaire. Je crois qu'il y a des généraux qui ont été pompés général parce qu'il était général au MLC, au RCD, sans aucune technicité. Donc, on l'a bien compris. Et malheureusement, oui, ceux pour qui la République a investi pour leur formation, qui sont brevetés d'état-major et autres, qui ont fait Kitona, c'est des hommes en qui l'État congolais, parce que, ne disons pas le Zaïre et le Congo, c'est un même pays. C'est l'État qui a investi dans ces hommes. Il y a une volonté manifeste que vous avez en tout cas de pouvoir mener à bien le processus. La dernière chose que je veux rajouter, d'intégration de l'armée. La dernière chose que je veux rajouter, c'est faire de bonnes négociations avec nos voisins. Parce que le problème récurrent de sécurité en RDC, c'est aussi un problème de voisinage qui doit être renégocié. Dans une société où l'économie s'ouvre de plus en plus, quelles sont les règles qui doivent être définies? Comment pouvons-nous avoir une politique de bon voisinage si nos voisins nous envient parce qu'il y a des richesses de sous-sol? Ça passe par une réactivation en fait de certaines organisations sous-régionales, comme la CIRGL, le CPGL, etc. Et tout ça. Alors on va peut-être, pour évoluer assez rapidement, comme on est presque à la fin de notre émission, on va aborder les questions presque à la fin, les questions d'actualité. Mais avant d'y arriver, on rappelle donc le 4 juin, vous organisez une activité. En quelques mots, de quoi s'agit-il? Nous organisons un brunch, le brunch que nous appelons le brunch de l'émergence, qui est une activité trimestrielle qu'on va faire chaque fois. En quoi consiste ce brunch? C'est un moment d'échange, des discussions conviviales. Parce que je crois que des sujets aussi sérieux, aussi sensibles que la situation, le devenir du peuple congolais, on ne doit pas en parler dans l'agitation. Il faut que les esprits soient apaisés, que les compatriotes, que nos amis, les amis du Congo, de tous bords politiques, les amis du Congo, ceux qui aiment ces pays, ceux qui rentrent dans ma définition du patriote, parce que je dis le patriote, c'est tout celui qui aime le Congo indépendamment de ses origines. Toutes ces personnes-là, nous avons besoin que ces hommes et ces femmes se joignent à nous, que nous ayons un moment convivial, que nous discutions. Pour les uns, ça sera du souvenir. Ce sera où L'adresse et l'heure, très important. Ça sera à Halle, juste derrière la gare de Halle. La salle s'appelle Storia Inn. D'accord. C'est une salle de fête. Okay. Donc, ça sera là. Le nom de la rue, je ne connais pas très bien parce que la rue est en flamand. Okay. Donc, je ne maîtrise pas le flamand. Pas de souci. Alors, voilà. 4 questions qui demandent une réponse de votre part, très rapidement. Oui. On sait que vous avez participé, il me semble, à Sous votre contrôle, aux concertations nationales de 2013. Quelle différence avec le dialogue qu'on nous annonce et dont visiblement le facilitateur éprouve les pires difficultés pour mettre sur pied le comité préparatoire? La différence avec le dialogue, c'est que les concertations nationales avaient traité de toutes les questions de la nation, les questions économiques, les questions sociales, les questions sécuritaires, militaires. C'était un forum global en termes de contenu. Le dialogue, ce n'est pas un forum aussi
élargi en termes de contenu, le dialogue se tiendra pour régler des problèmes politiques de l'heure. Parce que le problème de l'heure, politique de l'heure, c'est que la CENI continue à nous dire qu'il peut ne pas y avoir élection, parce que la révision du fichier électoral pourra prendre 14 mois. Et s'il n'y a pas élection, quelle sera la gouvernance demain? La majorité présidentielle s'est arrangée pour arracher l'arrêt de la Cour constitutionnelle pour que, voilà, qu'on ne discute pas la question de Vous êtes d'accord avec ça? La vacance du pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce n'est qu'une lecture. Je crois que la Constitution est claire. La Constitution dit clairement que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. Donc, c'est supposé que ces présidents devraient être élus. Mais maintenant, il se pose un problème qui ne nécessite pas une réponse juridique. Je pense que aller chercher une réponse juridique à une question politique, c'est une erreur. C'est là que j'ai dit que l'interprétation de la Cour de justice ne tient pas. C'est une interprétation judiciaire qui reste sujette à caution, mais je crois que les politiques... Mais vous participerez au dialogue? Je participerai au dialogue. Okay. Alors, on va parler de Béni. Les massacres, on sait qu'il y a eu une 50aine de victimes, notamment ces dernières semaines. L'impuissance du gouvernement n'en est que sublimée, hein. Beaucoup de gens le reprochent. Un rapport onusien évoque l'hypothèse d'une collusion entre certains éléments de l'armée et les auteurs de ces massacres. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense premièrement que sur le plan militaire, s'il y a de la volonté, il y a de l'efficacité dans l'action, il faudrait qu'on mette hors d'état de nuire les personnes qui font cela, le prétendu ADF Nalou, et ainsi de suite. Il faut qu'on le mette très vite hors d'état de nuire, il faut que le gouvernement mette tout le moyen. Et du point de vue sociétal, nous avons besoin d'une déclaration forte du chef de l'État qui doit parler, qui doit s'adresser, qui doit présenter ses condoléances à la population parce que c'est son peuple et surtout c'est l'Est qui l'a élu massivement. Donc les populations de l'Est attendent que le chef de l'État dise un mot. Troisièmement, il faut faire un travail de réconciliation. Une fois que la paix sera revenue, il faut que la commission Vérité et Réconciliation puisse agir. Et pour mémoire, Henri, tu sais que la comité Vérité et Réconciliation qui était décidée à Sainte-Cécile n'a jamais vu le jour. Je crois que ce qui a fait que l'Afrique du Sud puisse penser les blessures donc ce serait de l'apartheid, un peu prendre ce modèle-là. C'était la commission Vérité et Réconciliation. Dernière question. On sait que Moïse Katumbi a été inculpé par le procureur général de la République, notamment de recrutement de mercenaires et d'atteinte à la sûreté de l'État interne et externe. Il a été évacué pour raisons sanitaires en Afrique du Sud. Que pense Émergence de cette affaire? Ce qu'Émergence pense de cette affaire, c'est que les deux protagonistes sont tous, ils viennent tous de la même famille politique. Ça, c'est de un. Kabila et Katoum, ils viennent tous de la même famille politique. Des deux, ils ont des intérêts économiques très profonds. Vous savez que la Gécamine, la spoliation de la Gécamine a bénéficié beaucoup plus à Moïse. Quand les gens disent aujourd'hui que Moïse est un richissime, mais personne ne dit que la richesse qu'il prétend avoir vient des richesses du sol et du sous-sol congolais principalement. Donc je pense que tant qu'il y a des intérêts économiques profonds qui les lient, une dissension entre eux est sujet à discussion, ça reste matière à discussion. Il a été inculpé pour recrutement des mercenaires. Moi je sais, tout ce que je sais sur le plan légal, une société de sécurité, une société de gardiennage ne peut pas déjà recruter des étrangers, ne peut pas employer des étrangers, ça c'est la loi. Et des deux, la loi dit aussi qu'une société de gardiennage ne peut pas employer des anciens agents de renseignement, de la police et de l'armée nationale, puisqu'il s'avère que les personnes dont il est question, c'est des étrangers, ils ont appartenu à l'armée. Je crois que vis-à-vis de la loi, l'argument qu'ils ont présenté, qu'ils étaient recrutés pour une société de gardiennage qui les a commis à la garde de Moïse, c'est déjà une entorse à la loi. Et après, on peut crier qu'il y a... Bref, on a compris que... On peut crier que c'est un coup politique, ainsi de suite. Bon, c'est des bonnes guerres, mais il ne faut pas donner les armes de guerre à l'autre. Je crois que Moïse a donné suffisamment
Ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas, Paul Makela, d'avoir répondu aux questions de conviction sur Radium Beauté, la voix de la diaspora africaine. Tenez-nous informés, évidemment, de vos activités. Vous êtes les bienvenus au branch de l'émergence le 4 juin. Radium Beauté y sera et voilà, que vos téléspectateurs, vos auditeurs se joignent à vous. Merci et bonne continuation. Je vous en prie.